Ma belle-fille m'a laissé un message vocal, « Fais tes valises, papy. On arrête de faire semblant que tu comptes dans cette famille. » J'ai juste souri. Le lendemain matin, j'ai annulé leur prêt, vendu la maison et disparu. Quand la banque a saisi leur Lexus, ils ont commencé à supplier sans arrêt. Je m'appelle Antoine Mercier. J'ai 69 ans et j'ai passé 41 ans en tant qu'ingénieur en structure à Lyon, en Rhône-Alpes, avant de prendre ma retraite ici à Annecy, en Haute-Savoie. Je construisais des ponts pour vivre. De vrais ponts. Des travées d'acier et de béton qui devaient résister aux charges de neige, aux vents violents et aux semi-remorques les traversant à 110 km/h. On apprend des choses en faisant ce genre de travail pendant 4 décennies. On apprend que ce qui cède en premier n'est presque jamais la partie qui nous inquiète. C'est le joint silencieux, la connexion que personne n'a inspectée parce que tout le monde supposait qu'elle était solide. Il s'est avéré que ma famille était pareille. La maison où je vis est perchée sur une falaise dominant le lac d'Annecy. J'ai acheté le terrain en 1998 pour 92 000 € quand personne ne voulait être si loin de la ville. J'ai construit la maison moi-même pendant 2 étés avec l'aide de mon frère Dominique avant son décès. 4 chambres, un sous-sol aménagé, un garage indépendant que j'utilise comme atelier. La dernière estimation était de 860 000 €, mais je ne me suis jamais soucié du chiffre. Mon épouse, Éléonore, avait choisi chaque carreau, chaque poignée d'armoire, chaque nuance de peinture avant que le cancer ne l'emporte en 2014. Cette maison était son dernier grand projet, et je lui avais promis de la garder telle qu'elle l'avait conçue. Mon fils Marc avait 29 ans lorsque sa mère est décédée. Il en a 40 maintenant. Il travaille dans la vente de produits pharmaceutiques à Grenoble. Il gagne environ 90 000 € par an quand ses commissions sont bonnes. Un garçon intelligent, charmant, le genre à pouvoir vendre un radiateur en plein juillet. Son épouse Clara est apparue il y a environ 4 ans. Il l'a rencontrée lors d'une conférence sur le bien-être à Paris où elle représentait une entreprise d'huiles essentielles. Grande, mince, les cheveux foncés, le genre de sourire qui vous faisait vérifier votre portefeuille après coup. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas détesté Clara au début. Je voulais l'apprécier. Marc était à la dérive depuis la mort d'Éléonore. Et quand il a ramené cette femme à la maison pour Noël, et qu'elle lui a tenu la main pendant tout le dîner, j'ai pensé que mon fils avait peut-être enfin trouvé quelqu'un pour l'aider à porter le poids. Je lui ai donné la vieille boîte à recettes d'Éléonore comme cadeau de mariage. C'est le genre de choses qu'on ne donne qu'à quelqu'un en qui on a confiance. J'aurais dû observer ses yeux quand elle l'a ouverte. Pendant leurs 2 premières années de mariage, les choses allaient bien en surface. Ils avaient acheté un appartement à Grenoble, venaient me voir tous les 2 mois, restaient pour de longs week-ends. Clara prenait des photos du lac et les publiait avec de petites légendes sur le fait de trouver enfin la paix avec la famille de son mari. Elle gérait une sorte d'entreprise en ligne vendant des forfaits de coaching en bien-être. Je n'ai jamais pleinement compris ce qu'elle vendait, mais elle parlait toujours de ses chiffres, de sa portée, de sa marque. Marc semblait fier d'elle. Je suis resté silencieux. Puis, il y a 2 ans, Marc m'a appelé un dimanche soir. Sa voix était tendue. Il a dit qu'il traversait une mauvaise passe financière. Un investissement immobilier avait mal tourné. L'entreprise de Clara avait été affectée par un changement de plateforme. Ils étaient en difficulté avec l'appartement et s'endettaient de plus en plus avec leur carte de crédit. Il m'a demandé s'il pouvait emménager avec moi pendant 6 mois, juste le temps de se stabiliser. Il a un peu pleuré au téléphone. Il a dit qu'il n'avait pas voulu demander, mais qu'il ne savait pas vers qui se tourner. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Ils sont arrivés avec un camion de déménagement et 3 chats dont on ne m'avait pas parlé. Clara a jeté un œil à mon salon, celui qu'Éléonore avait mis un mois à décorer, et a dit « Oh, Antoine, ça va avoir besoin d'un peu de travail, n'est-ce pas ?» Elle a ri comme si c'était une blague. Ce n'en était pas une. En 1 mois, les rideaux d'Éléonore étaient dans une boîte au garage. En 3 mois, Clara avait réaménagé la cuisine, y compris en jetant un bol en céramique qu'Éléonore avait fait lors d'un cours de poterie en 1987. Quand j'ai posé la question, Clara a dit qu'elle l'avait donné parce qu'il ne correspondait pas à l'esthétique. L'esthétique de ma propre maison. 6 mois se sont transformés en 1 an. 1 an s'est transformé en 18 mois. L'appartement à Grenoble a été saisi, ce que Marc a négligé de mentionner jusqu'à ce que les papiers arrivent par la poste à mon adresse.
L'entreprise de Clara était censée se réorienter constamment. Les commissions de Marc étaient censées sous-performer. Pendant ce temps, il conduisait des SUV Lexus identiques, mangeait des plats à emporter 4 soirs par semaine à mes frais, et recevait presque quotidiennement des colis de Nordstrom et Lululemon sur ma véranda. Je payais les charges. Je payais les taxes foncières. Je payais l'assurance habitation. J'achetais l'épicerie. Quand la voiture de Marc a eu besoin de nouveaux pneus, j'ai payé aussi, car il a dit qu'il me rembourserait au prochain chèque de commission. C'était il y a 14 mois. J'attends toujours. Les commentaires ont commencé subtilement. Clara mentionnait avec désinvolture que le père de son ami avait emménagé dans une belle résidence pour seniors près d'Aix-en-Provence. Elle me montrait des photos sur son téléphone. Elle disait des choses comme « Ce ne serait pas agréable de ne plus avoir à se soucier des escaliers ? Je peux monter les escaliers sans problème. Je peux aussi remplacer une transmission et construire une cabane. » Mais je n'ai pas pris la peine de le lui dire. Puis, les choses sont devenues plus nettes. Elle a commencé à dire à Marc devant moi que je perdais la tête. Elle disait que j'oubliais des choses que je n'avais pas oubliées. Elle déplaçait mes lunettes de lecture, puis m'aidait à les trouver dans des endroits où je ne les mettais jamais. Une nuit, elle a dit à Marc que j'avais laissé le gaz allumé. Je n'avais pas cuisiné ce jour-là, pas une seule fois. J'avais passé tout l'après-midi dans mon atelier. Je suis ingénieur en structure. Je remarque quand quelque chose est mis en place pour échouer. Il y a environ 8 mois, j'ai rencontré une femme nommée Delphine lors d'une collecte de fonds pour la salle des anciens combattants locale. Elle avait 66 ans, une infirmière pédiatrique à la retraite qui avait déménagé ici depuis Avignon après le décès de son mari. Nous avons pris un café, puis nous avons dîné. Puis nous avons commencé à faire de longues promenades le long du lac ensemble. Pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, je ne me sentais plus comme un vieil homme attendant que la prochaine chose se brise. Je me sentais à nouveau comme une personne. J'ai mentionné Delphine à Marc un matin au petit déjeuner. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il la rencontre, peut-être qu'elle vienne dîner le dimanche. Marc a hoché la tête lentement, les yeux rivés sur son téléphone. Oui, papa. Peut-être. Laisse-moi en parler à Clara. Clara est entrée dans la cuisine 10 minutes plus tard, sa robe de chambre serrée, le visage déjà composé entre la préoccupation et l'offense. Elle s'est assise en face de moi, a pris ma main, sa main était froide. Antoine, a-t-elle dit, nous t'aimons. Vraiment, mais tu dois comprendre l'image que cela donne. Tu as 69 ans. Tu as perdu Éléonore. Et maintenant, une femme que tu as rencontrée à une collecte de fonds est soudainement dans ta vie. Nous voulons juste te protéger d'être exploité. Je l'ai fixé. Je n'ai pas dit un mot. Et honnêtement, a-t-elle dit, tenant toujours ma main, affichant toujours ce visage préoccupé. C'est aussi notre maison maintenant. Y faire entrer une étrangère. C'est une grande décision. Nous devons nous sentir à l'aise avec elle. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Notre maison. Notre maison. J'ai retiré ma main. J'ai dit que j'avais des courses à faire. J'ai conduit jusqu'en ville et je me suis assis sur le parking d'un magasin de bricolage pendant 45 minutes à regarder la neige souffler sur l'asphalte. Puis j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Delphine et je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a fait du thé et a dit « Antoine, je ne vais nulle part. Mais quelque chose ne va pas dans cette maison et tu le sais. » Je le savais. 2 nuits plus tard, j'étais dans mon atelier en train de restaurer une fraiseuse Bridgeport de 1957 que j'avais achetée lors d'une vente aux enchères. Une vieille pièce industrielle imposante, tout en fonte et cadran en laiton. Le genre de choses que mon père aurait reconnu. Je nettoyais l'axe avec une brosse métallique quand mon téléphone a vibré sur l'établi. C'était un message vocal, le numéro de Clara. J'ai pensé qu'elle appelait pour l'épicerie ou un colis. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était hachée, calme, la façon dont les gens parlent quand ils pensent être prudents, mais ils ont oublié comment l'être. Salut Antoine. Alors, Marc et moi avons parlé et nous pensons qu'il est temps d'être honnêtes l'un envers l'autre. Cet arrangement de vie ne fonctionne pas. Tu t'es comporté de manière erratique, tu as fait des accusations, et maintenant tu amènes une femme étrange. Ce n'est pas sûr. Nous avons décidé qu'il est dans l'intérêt de tous que tu commences à chercher d'autres options. Fais tes valises, papy. Nous avons fini de faire semblant que tu comptes dans cette famille.
Appelle quand tu seras prêt à être raisonnable. Je suis resté dans cet atelier froid, l'odeur de solvant dans l'air, la Bridgeport à moitié démontée devant moi, et je l'ai écouté à nouveau. Puis une troisième fois. Je voulais m'assurer d'avoir bien entendu chaque mot. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'après 4 décennies d'ingénierie, je sais exactement à quoi ressemble une défaillance structurelle. Et je venais d'en entendre une enregistrée et horodatée, livrée par une femme qui ne comprenait pas que les messages vocaux sur mon téléphone sont sauvegardés sur le cloud dès leur arrivée. J'ai éteint les lumières de l'atelier, fermé à clé et suis rentré à la maison en traversant 20 cm de neige fraîche. Marc dormait sur mon canapé avec son ordinateur portable ouvert sur sa poitrine. Clara était à l'étage, probablement en train de poster une photo de son thé. Je me suis tenu dans mon propre salon et j'ai regardé l'endroit qu'Éléonore avait construit, le buffet de sa mère dans le coin, la pièce de vitrail qu'elle avait faite suspendue à la fenêtre avant, et j'ai pris ma décision. Il voulait que je disparaisse. Très bien, je disparaîtrai, mais j'emmènerai la maison avec moi. Le lendemain matin, j'ai appelé un homme du nom de Maître Duval. Maître Duval est un avocat spécialisé en succession et testament à Chambéry qui s'était occupé de certaines affaires pour moi après la mort d'Éléonore. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans, mais j'avais toujours son portable. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un rendez-vous aujourd'hui si possible. Il a demandé si c'était urgent. J'ai dit oui. Il a déplacé une déposition et m'a dit d'être à son bureau avant 14 heures. J'y étais à 13h45. Maître Duval est un homme imposant, bâti comme un ancien lutteur universitaire, ce qu'il est. Il s'est assis en face de moi dans son bureau pendant que je lui expliquais tout. Les 18 mois, les factures d'épicerie, les insultes, le message vocal, que je lui avais déjà envoyé par email. Il a écouté sans m'interrompre, comme le font les bons avocats, prenant des notes sur un bloc-notes jaune d'une écriture illisible. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Antoine, première question. Qui est le propriétaire légal? Moi, seul propriétaire. Éléonore et moi l'avions fait ainsi dès le début à cause de l'assurance de l'atelier. Un bail écrit avec votre fils et son épouse? Non. Un arrangement financier sur papier? Un billet à ordre? Une caution signée? J'ai cautionné un prêt personnel pour Marc il y a 4 ans. 22 000 € pour ce qu'il a appelé un programme de certification. Il doit encore environ 16 000 € dessus. Maître Duval a noté cela. Puis il a levé les yeux. Que voulez-vous qu'il se passe ici, Antoine? Dites-moi honnêtement. Ne me dites pas ce que vous pensez devoir dire. J'y ai réfléchi 1 minute. J'ai pensé au bol en céramique d'Éléonore dans une benne de don quelque part. J'ai pensé à Marc, à 10 ans, m'aidant à couler une fondation en béton pour un poste d'affût derrière notre ancienne maison. J'ai pensé à la main froide de Clara sur la mienne, au mot papy dans mon message vocal comme une écharde. Je veux qu'il parte, ai-je dit. Je veux me débarrasser de ce prêt. Et je veux que la maison soit vendue pour qu'ils ne puissent jamais y revenir et prétendre qu'elle était à eux. Je ne cherche pas à leur faire du mal. Je cherche à arrêter qu'ils me fassent du mal. Maître Duval a hoché la tête. C'est un objectif raisonnable et tout est réalisable. Légalement, vous êtes dans une position extrêmement forte. Vous avez un message vocal enregistré où votre belle-fille vous dit de partir, ce qui établit qu'ils se considèrent comme les occupants légitimes. Cela nous aide en fait. Cela montre l'intention. Cela montre également l'intimidation envers les aînés, ce que la justice française prend au sérieux. Il a sorti un formulaire. Voici ce que nous allons faire. Aujourd'hui, vous signez un préavis de départ de 30 jours. Nous le ferons signifier demain matin par coursier certifié. En même temps, nous enverrons un avis formel à la banque que vous retirez vos obligations de caution sur le prêt personnel de votre fils en raison d'un arrangement qui déclenche une révision de crédit. Ils auront 14 jours pour soit payer le solde, trouver une autre caution, soit faire face à un défaut de paiement. Pour la maison, appelez un agent immobilier cette semaine. Pas un ami, un professionnel. Mettez-la en vente agressivement. Vous aurez des offres en quelques jours là-haut. Pendant ce temps, vous déménagez discrètement. Vous ne leur dites rien. Vous laissez le préavis de 30 jours parler. Quand ils appellent, vous me redirigez tout. J'ai signé les documents. Maître Duval s'est levé et m'a serré la main.
Sa poignée était ferme. Antoine, a-t-il dit, je fais ça depuis 26 ans. J'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour de l'argent. Mais je vais vous dire ceci, les parents qui viennent ici après 10 ans d'être saignés à blanc, ceux qui ont attendu trop longtemps, ils ne vous ressemblent pas. Il vous reste encore quelque chose à protéger. Protégez-le. Je suis rentré à la maison à travers la neige et j'ai commencé à planifier. Les 2 semaines suivantes, j'ai agi comme un homme à qui on venait de dire qu'il avait un temps limité. J'ai loué une petite maison meublée de l'autre côté de la presqu'île. Au mois, avec un contrat de location qui ne mentionnait que mon nom et l'adresse de mon avocat. J'ai commencé à déménager discrètement des choses, mes vêtements, mes outils. La pièce de vitrail d'Éléonore, que j'ai décrochée à 6 heures du matin pendant que Marc et Clara dormaient encore et que j'ai remplacé par un cadre vide qu'ils n'ont jamais remarqué être vide. Le buffet de sa mère. La boîte à recettes que j'avais offerte à Clara comme cadeau de mariage, que j'ai reprise sans un mot, et dont elle n'a jamais mentionné l'absence, ce qui m'a tout dit sur ce qu'elle avait signifié pour elle. J'ai rencontré une agente immobilière nommée Madame Leclerc, 40 ans d'expérience, aussi affûtée qu'un forêt. Elle a visité la maison pendant que Clara était à l'une de ses réunions de bien-être. Elle m'a dit qu'elle pouvait la lister à 895 000 €. Elle s'attendait à des offres dans les 72 heures. Je lui ai dit d'attendre que le préavis de 30 jours soit signifié, puis d'agir vite. Le coursier est arrivé à 11 heures du matin un mardi. Je n'étais pas à la maison. J'étais chez Delphine à lui préparer des œufs. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 11h30. Marc. Clara. Marc encore. Clara encore. Je n'ai pas répondu. À midi, j'ai finalement décroché. Marc criait pratiquement. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Un préavis de 30 jours? Un avocat nommé Duval? C'est insensé. Tu ne peux pas nous expulser de notre propre maison. Marc, quoi? Ce n'est pas votre maison. Ça n'a jamais été votre maison. Vous y vivez gratuitement depuis 18 mois. Le préavis vous donne 30 jours pour soit commencer à payer un loyer de marché de 3 000 € par mois, soit partir. Ce sont les 2 seules options. Tu fais ça à cause de cette femme. Je fais ça parce que ta femme m'a laissé un message vocal me disant de faire mes valises et d'arrêter de faire semblant que je comptais dans la famille. Je l'ai toujours. Voudrais-tu que je te l'envoie? Silence au bout du fil. Puis la voix de Clara s'emparant du téléphone. Antoine, c'était une blague. C'était clairement une blague et tu la sors de son contexte. Une blague, j'ai dit le mot lentement. Clara, j'ai pris ma décision. Toute autre communication passera par mon avocat. Son numéro est dans la lettre que vous avez reçue. J'ai raccroché. Ils ont rappelé 41 fois dans les 6 heures suivantes. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai emmené Delphine déjeuner. Au cours des 10 jours suivants, les choses se sont déroulées exactement comme Maître Duval l'avait dit. La banque a envoyé une lettre à Marc expliquant que j'avais retiré mes obligations de caution et que le solde restant de 16 300 € était maintenant dû en totalité dans les 14 jours. Marc m'a appelé en hurlant à ce sujet. Je l'ai laissé hurler. Je n'ai pas répondu. Quand il a finalement manqué de souffle, j'ai dit, Marc, quand on cautionne un prêt pour quelqu'un, on dit à la banque que cette personne est digne de confiance et qu'on la soutiendra. Je ne vous soutiens plus ni l'un ni l'autre. C'est le seul message que j'envoie. Et j'ai raccroché. Madame Leclerc a mis la maison en vente le 12e jour. Au 14e jour, nous avions 3 offres. 2 étaient au comptant. L'une venait d'un jeune médecin et de son épouse qui déménageaient de Nice. Ils ont offert 875 000 €, clôture en 30 jours. Aucune condition. J'ai accepté. Jour 15. J'ai fait venir la société de déménagement pendant que Marc était au travail et que Clara était supposément à une réunion client mais était en réalité, selon son Instagram, en train de faire un soin du visage dans le centre-ville d'Annecy. Les déménageurs ont pris tout ce qui me restait. Mes outils d'atelier, le reste des affaires d'Éléonore, mes papiers personnels. Les chats sont restés. Ils n'étaient pas à moi. J'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine. Elle disait, Marc, la maison a été vendue. La clôture est dans 28 jours. Vous avez jusqu'à cette date pour retirer vos affaires. Après cela, tout ce qui reste deviendra la propriété des nouveaux propriétaires.
Mon avocat gérera toute autre communication. Papa, je ne l'ai pas signé avec amour. Je ne l'ai signé de rien. J'ai juste écrit au papa parce que c'est toujours un fait, que cela nous plaise ou non. Puis j'ai conduit jusqu'à ma maison de location de l'autre côté de la presqu'île et j'ai défait mes cartons et j'ai fait une cafetière et je me suis assis sur la véranda arrière et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 18 mois. Je me suis senti tranquille. Les cris ont commencé vers 18h ce soir-là. Messages vocaux de Marc. Message texte de Clara. Un message vocal de la mère de Clara, que je n'avais jamais rencontré, me traitant de monstre. Je les ai tous sauvegardés. Je les ai transmis à Maître Duval. Je me suis couché à 21h30 et j'ai dormi 9 heures d'affilée pour la première fois depuis la mort d'Éléonore. Le lendemain matin, Marc m'attendait sur le parking du restaurant où Delphine et moi déjeunions chaque samedi. Je ne sais pas comment il l'a trouvé. Je soupçonne Clara d'avoir engagé quelqu'un. Il s'est avancé vers moi à travers le parking, son manteau déboutonné, les yeux rouges. « Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. L'entreprise de Clara s'effondre. La banque prend mon salaire maintenant. Nous ne trouvons pas d'endroit où louer avec notre crédit. S'il te plaît. » Je me suis arrêté à 3 mètres de lui. Delphine est restée derrière moi. « Marc, je ne vais dire ça qu'une seule fois. Tu as eu 18 mois pour me traiter avec un respect élémentaire. Tu avais une femme qui m'a appelé papy dans un message vocal où elle m'a dit que je ne comptais pas et tu n'as rien fait. Tu l'as regardé jeter les affaires de ta mère et tu n'as rien dit. Tu l'as laissé déplacer mes affaires et me dire que je perdais la tête et tu es resté assis sur le canapé avec ton ordinateur portable ouvert. Chaque fois que j'avais besoin que tu sois un fils, tu l'as choisi. Maintenant, tu me demandes d'être un père. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas réactiver le compte après l'avoir vidé. Il pleurait maintenant. De vraies larmes. Mais j'avais vu Marc pleurer pour une portière de voiture rayée. Pleurer n'était la preuve de rien. Papa, je ferai n'importe quoi. Dis-moi quoi faire. Quitte Clara. Prends un studio. Trouve un deuxième emploi. Rembourse ce prêt toi-même. Va en thérapie. Passe un an à te prouver que tu es un homme adulte. Après ça, peut-être que nous parlerons. Pas avant et jamais avec elle dans le tableau. Il m'a fixé. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, celui où il pesait la part de tout cela qu'il pourrait réellement faire contre la part qu'il pourrait simuler. Ce calcul à lui seul m'a tout dit. Je me suis retourné et je suis entré dans le restaurant avec Delphine. J'ai commandé des œufs et une petite pile de crêpes. Je n'ai pas regardé par la fenêtre pour voir s'il était toujours là. Voici ce qui s'est passé au cours des 3 mois suivants, du mieux que je peux le reconstituer. La vente de la maison s'est clôturée à temps. Le médecin et son épouse ont emménagé. La jeune épouse m'a écrit une note manuscrite 2 semaines plus tard me remerciant d'avoir laissé les crochets de vitrail intacts au-dessus de la fenêtre avant. Elle a dit qu'elle espérait y accrocher quelque chose de beau. Je lui ai répondu en lui parlant d'Éléonore et que c'était la bonne maison pour de nouveaux départs. Marc et Clara ont déménagé la semaine précédant la clôture. Ils sont allés dans un motel en dehors de Dijon, puis dans une résidence hôtelière à Grenoble. L'entreprise de Clara ne s'est pas contentée de s'effondrer, elle a implosé. Il s'est avéré qu'elle avait monté une pyramide en transférant des revenus d'une plateforme de coaching à une autre, prenant l'argent de nouveaux clients pour payer les anciens. 3 de ces anciens clients ont déposé plainte auprès du procureur général de l'État. J'ai appris cela de Maître Duval, qui avait des contacts partout. Le prêt personnel de Marc est tombé en défaut. Ses salaires ont été saisis. Sa voiture, la Lexus, a été saisie sur le parking du motel au milieu de la nuit, ce que je sais parce que Clara a posté une vidéo larmoyante à ce sujet sur son Instagram avant de réaliser que pleurer devant la caméra n'était pas exactement le renforçateur de Marc qu'elle pensait. 2 mois après la clôture, Clara a quitté Marc. Elle a emménagé avec un homme avec qui elle parlait en ligne depuis environ 8 mois, quelqu'un qui possédait un parc de voitures d'occasion à Tours. Elle a pris l'un des SUV Lexus, celui qu'il n'avait pas encore perdu. Elle a laissé les chats à Marc. Marc m'a appelé d'une cabine téléphonique dans une aire de repos pour camions. Une cabine téléphonique ? Je ne savais pas que ça existait encore. Il était sobre. Il avait l'air plus vieux que ses 40 ans. Papa, je voulais te dire que Clara est partie. Je voulais te dire que tu avais raison.
Je ne demande rien. Je voulais juste que tu m'entendes le dire à voix haute. Tu avais raison sur tout. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit, je suis désolé que tu souffres, mon fils. Vraiment. Mais avoir raison ne me fait pas plaisir. Je voulais avoir tort. Je voulais qu'elle soit celle qu'elle disait être. Je voulais que tu sois celui que j'ai élevé. Je sais. Es-tu en sécurité? As-tu un endroit où aller? Je loge chez un ami de fac à Clermont-Ferrand, je dors sur son canapé. J'ai un entretien d'embauche lundi. Ce n'est pas de la vente. C'est un truc d'entrepôt, mais c'est du travail. Bien. Prends-le. Travaille. Ne m'appelle pas pendant 1 an. Si tu y travailles toujours à la fin de cette année, appelle-moi alors. Nous prendrons un café. Pas un dîner. Un café. D'accord, papa. Marc. Oui. Je t'aime. Ça n'a jamais changé. Mais l'amour ne signifie pas que je doive continuer à me saigner pour toi. Cela signifie que je veux que tu grandisses. Fais-le. J'ai raccroché. Je me suis assis sur la véranda de ma maison de location. Delphine est sortie et a posé sa main sur mon épaule sans rien dire, ce qui est l'une des meilleures qualités qu'une personne puisse avoir. Je vous raconte cette histoire depuis le salon d'un petit cottage au bord de l'eau que Delphine et moi avons acheté ensemble il y a 6 mois. C'est 2 chambres, une vraie cuisine, une véranda grillagée, un quai avec une barque attachée. Nous avons partagé les coûts. Nous ne sommes pas mariés. Nous n'avons pas besoin de l'être. Nous sommes 2 personnes qui se sont trouvées tard et qui savent ce qu'elles ont. J'ai 69 ans. J'aurai 70 ans en mars. J'ai un atelier dans le garage. J'ai 17 outils anciens restaurés alignés sur le mur. Chacun une pièce de la vie de quelqu'un d'autre que j'ai ressuscité de la rouille. J'ai une femme qui rit à mes blagues et me dit quand je suis têtu. J'ai des économies qui me dureront. Des revenus locatifs d'un duplex à Besançon que j'ai acheté avec une partie des recettes de la maison et une vue sur l'eau qui change chaque matin. Marc m'a appelé il y a 4 semaines. Pile à l'heure, presque jour pour jour, 1 an après notre dernière conversation. Il est toujours à l'entrepôt. Il a été promu chef d'équipe. Il est dans une chambre louée. Il suit une thérapie depuis 8 mois. Il a remboursé le prêt personnel de 16 000 € à environ 9 000 €. Il n'a rien demandé. Il voulait juste que je sache. J'ai dit, prenons ce café. Il y a un endroit à Dijon, à mi-chemin entre nous. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. Il a l'air plus mince, plus âgé, plus calme. Nous nous sommes assis pendant 1 heure. Nous n'avons pas parlé de Clara. Nous avons parlé de sa mère, des ponts, de mon ancien travail. De quelques poutres qu'il se souvenait avoir traversées avec moi quand il était petit. Nous avons payé séparément. Je l'ai serré dans mes bras près de la voiture. Je lui ai dit que j'étais fier du travail qu'il faisait. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais parce que le pardon n'est pas une destination. C'est une direction. Et nous marchons dans cette direction maintenant. Mais nous n'y sommes pas. Et nous n'y arriverons peut-être jamais complètement. Et c'est très bien ainsi. Car voici ce que j'aurais aimé comprendre il y a 30 ans. Les gens qui vous aiment ne vous disent pas de disparaître. Ils ne vous laissent pas de messages vocaux vous appelant papy d'une voix qui sonne comme une porte qui se ferme. Ils ne jettent pas les affaires de votre défunte épouse parce que l'esthétique n'est pas bonne. Et quand vous êtes construit comme je suis construit, quand vous avez passé 41 ans à vous assurer que les ponts ne s'effondrent pas, la dernière chose que vous allez tolérer, c'est un joint silencieux qui pourrit à l'intérieur de votre propre maison. J'ai vendu la maison. J'ai annulé le prêt. J'ai quitté la ville. J'ai gardé mon nom, mon argent et ma dignité. Et je suis devenu le genre d'homme qui peut s'asseoir sur une véranda avec une bonne femme et regarder le soleil se lever sur une eau qui n'appartient à personne et donc appartient à tout le monde. Il voulait que je fasse mes valises, alors je l'ai fait. Je ne les ai juste pas faites comme il s'y attendait.